Bonjour, le cours d'aujourd'hui va porter sur l'hydrocéphalie anténatale ou prénatale, donc qui est illustrée par cette magnifique peinture terrible de Gustav Klimt qui représente cette femme enceinte avec derrière le squelette qui l'accompagne. On sait que Gustav Klimt, quelques années après ces peintures, allait mourir de la grippe espagnole. Donc le liquide cérébrospinal, avant la naissance, il commence à être présent dans les cavités des vésicules télencéphaliques qui se dilatent à partir du 24e jour, quand il y a fermeture du tube neural du neuropore antérieur d'une part et d'autre part du canal épandymère. Donc le liquide va se trouver trappé et va gonfler les ventricules. On voit l'apparition des plexus choroïdes vers la septième semaine et qui commence à sécréter un liquide qui est albumineux, qui est très différent du liquide qu'on connaît par la suite. Et on a une différenciation des tissus méningés avec ouverture des espaces méningés devant le tronc cérébral. Ça constitue la méninx primitiva qui va commencer au niveau de la flexure mésencéphalique. Donc progressivement, ces espaces arachnoïdiens vont se cliver et c'est en quelque sorte une raréfaction de la substance fondamentale d'un tissu mésenchymateux. Donc, faut tenir compte aussi que pendant la grossesse, on a une contrepression extérieure qui est de l'ordre de 9 millimètres de mercure à 10 semaines et qui va baisser à 5 millimètres de mercure en fin de grossesse, puisque la cavité amniotique va diminuer, va augmenter de taille et il y a moins de résistance à la pression en quelque sorte. Et ça peut peut-être expliquer qu'on voit ces hydrocéphalies prénatales se décompenser en postnatal. Maintenant, il faut toujours penser que même quand la pression augmente pendant l'accouchement, par exemple, la pression va s'exercer partout, y compris dans le secteur veineux et dans les cavités ventriculaires. Et c'est un petit peu la même chose que ce que ces plongeurs expérimentent en une plongée profonde. Alors, comment est-ce qu'on définit l'hydrocéphalie? C'est l'augmentation des volumes liquidiens en rapport avec un trouble de la circulation. Donc, c'est une définition qui est assez inclusive parce que ça va inclure, par exemple, ce qu'on appelait l'hydrocéphalie externe, ce qui est un mauvais terme, mais qui n'est pas forcément inutile. Il y a également la notion de l'hydrocéphalie arrêtée qui, par contre, n'est pas inclus dans cette définition puisqu'il y a le liquide circule. Malgré tout, c'est quelque chose qu'on peut rencontrer. Et comme on va le voir, l'hydrocéphalie prénatale, elle va un peu chambouler ces définitions et ces idées reçues qu'on a. Donc, comment est-ce qu'on fait le diagnostic? Bah, c'est par le dépistage, lors des échographies prénatales systématiques. Donc, les recommandations et la prise en charge de la sécurité sociale préconisent une échographie du premier trimestre pour juger de de la viabilité de la grossesse, vérifier que ce n'est pas une grossesse extra-utérine, etc. Une échographie du deuxième trimestre qui va faire un bilan morphologique, rechercher des malformations. Et donc, c'est cette échographie qui va être cruciale pour le diagnostic prénatal et parfois la décision d'interrompre la grossesse, comme on va le voir. Et puis, il y a une dernière échographie qui a lieu en prénatal pour vérifier que tout est en ordre pour la fin de la grossesse et l'accouchement à un âge où il peut être envisageable de déclencher l'accouchement. Alors le cerveau, il va grandir en épaississant son manteau, c'est-à-dire que la taille des ventricules, elle va rester à peu près la même, ce qui va être bien pratique puisqu'on va mesurer le diamètre de l'atrium qui doit être inférieur ou égal à 10 millimètres. Et c'est ça qui va nous donner la définition radiologique ou échographique de l'hydrocéphalie ou de la ventriculomégalie. On parle de ventriculomégalie à partir de 12 millimètres, sachant que ces valeurs restent valables à peu près tout au long de la grossesse. On va parler d'hydrocéphalie majeure à partir de 20 millimètres. Donc vous voyez qu'il y a un petit peu de la marge et comme on va le voir, ces valeurs ne sont pas forcément euh, intangibles et elles vont être leur signification est modulée en fonction du reste de ce qu'on va trouver et notamment de l'augmentation du périmètre crânien. Alors, quelle est la différence entre une ventriculomégalie et une hydrocéphalie? On se rend compte que parfois la différence est un peu floue. Donc ici, on a des ventricules qui sont bien larges. On va parler de ventriculomégalie si on a une taille qui est inférieure à 12 millimètres, mais parfois dans des diamètres un peu plus élevés, et quand on a une absence d'évolutivité. Alors, il y a à peu près un consensus, mais on sait assez adaptable, un petit peu élastique comme concept. Donc ici, on a une grossesse avec deux jumeaux.
Jumeau A qui a des ventricules, qui a un périmètre crânien normal, jumeau 2 aussi, sauf que on voit que jumeau B, il a un ventricule qui est quand même bien large, qui est à 19 et quelques millimètres, donc on est près d'une hydrocéphalie importante. Pourtant, ça n'est pas évolutif et donc on est resté sur le diagnostic de ventriculomégalie. Vous voyez qu'il y a c'est des concepts qui sont quand même assez élastiques. Mais en postnatal, eh ben, on voit qu'il a décompensé, que c'est devenu là, pour le coup, une vraie hydrocéphalie qui a nécessité une valve. Et donc, finalement, la distinction entre ventriculomégalie et hydrocéphalie, elle a été rétrospective. Et c'est quelque chose qui arrive de temps en temps, hein. Ici, on a une sténose de l'aqueduc qui est diagnostiquée en anténatal, mais il n'y a pas d'hydrocéphalie active. On a des ventricules qui sont stables. On voit le périmètre crânien qui est stable également. Et donc, c'est une petite fille, donc c'est pas un Bicker's Adams. On a un bilan de pathologie prénatale qui est négatif. Et à la naissance, c'était resté stable. Donc, on fait une IRM qui montre qu'il y a effectivement une occlusion de l'aqueduc. On voit que le plancher du troisième ventricule n'est pas abaissé. Donc, on serait tenté de parler d'hydrocéphalie arrêtée. Et puis, on a contrôlé, donc on l'a suivi. Et puis, on l'a contrôlé ultérieurement. Donc, son périmètre crânien augmente régulièrement. Donc, ça, c'est plutôt une courbe d'erreur de terme, je dirais. Et puis, surprise, sur une IRM de contrôle, on voit qu'il y a une magnifique ventriculocysternostomie avec un flux qui fait penser que ce plancher s'est ouvert spontanément. C'est des petites surprises comme ça dans le bon sens. Alors maintenant, est-ce qu'on va parler d'hydrocéphalie externe chez ce bébé qui a beaucoup de liquide autour des hémisphères cérébraux? Eh bien, on est tenté parce que c'est un enfant fait partie d'une famille de polykystose rénale. Il a la polykystose rénale et puis on voit ce que ça devient après en postnatal. Il y a une pathologie du liquide cérébrospinal on ne peut pas dire que c'est une macrocéphalie essentielle en tout cas. Maintenant, ici, on a un patient qui a une myéloméningocèle. Les ventricules sont un petit peu larges, mais le périmètre crânien, lui, au lieu d'être augmenté, il est abaissé. Quand même très embêtant parce que là, ça fait quelque chose en plus. Non seulement il a une myéloméningocèle, mais en plus, il y a une microcéphalie. Et donc, ça veut dire qu'il peut y avoir des anomalies autres associées. Et donc, il faut chercher, notamment par l'IRM anténatal, si les parents le souhaitent, bien sûr. Et ici, on a quelque chose qui est très inquiétant, c'est si on zoome sur son cervelet, on voit son cervelet est ramené à ça, hein. Tout le reste, c'est son lobe occipital. Donc, c'est un vanishing cerebellum, associé à des lésions du tronc cérébral, et finalement, donc il a développé une hydrocéphalie en lien avec son spina, mais malgré tout, il est décédé de troubles de la commande ventilatoire dus à son atteinte du tronc cérébral. Ici, alors parfois on voit quelque chose qui est étiqueté comme un kyste. Là, c'est en postnatal, mais on a exactement la même chose en prénatal. Cette énorme dilatation qui va comprimer le cervelet par-dessus, ce n'est pas un kyste, c'est le récessus pinéal du troisième ventricule qui a disparu après la pose de la valve. Alors, on a différentes lésions qui ne sont pas réellement kystiques. La malformation de Dandy-Walker, c'est une dilatation du quatrième ventricule qui est en communication avec les ventricules latéraux. Donc, ça va être une indication de ventriculocysternostomie. On a ici une cavité porencéphalique. Alors, il y a une syringomyélie, donc on peut appeler ça, si on veut, un Chiari-1, si on se veut s'amuser. Et puis, il y a la fameuse poche de Blake, qui est une méga grande citerne, comme on va le voir. Donc, est-ce que ça existe vraiment, la poche de Blake? C'est un concept qui est un petit peu frustrant, je trouve, parce que bon, bah, ça suppose une imperforation de la toile choroïdienne, mais s'il y avait vraiment une imperforation, ce serait une malformation de Dandy Walker. Donc en fait c'est une méga grande citerne, c'est une catégorie, et on fait une catégorie qui est un peu un fourre-tout et c'est pas du tout des catégories étanches, il y a même des neuropédiatres qui vont y mettre des authentiques d'Andy Walker. Donc si la méga grande citerne est déjà présente en anténatal, bah, ça va pouvoir compromettre la descente de la tente du cervelet, hein. Ici on voit sur ces schémas de Dorcas, Aguerre, Paget la position initiale de la tente du cervelet à 18 millimètres de taille du fœtus, cette tente qui va partir vers l'arrière et elle va être gênée par la présence de cette méga grande citerne qui va faire un clivage entre les deux hémisphères cérébraux et ça va empêcher la tente du cervelet et la faux de fusionner sur la ligne médiane. Euh, donc,
Ce qui distingue cette fameuse poche de Blake, c'est que, elle n'a aucun effet compressif, hein. On voit que le tronc cérébral n'est pas du tout plaqué en avant, donc il n'y a pas de compression. Et alors parfois, ça peut être considéré comme un marqueur de quelque chose. Si on a un enfant qui a eu un retard d'acquisition et chez qui on trouve cette poche de Blake, alors c'est pas elle qui est responsable, bien sûr, du retard, mais ça peut être associé à d'autres choses qu'on ne voit pas forcément. Et donc ça reste quand même très nébuleux. En tout cas, si c'est une poche de Blake ou une méga grande citerne isolée, on considère que c'est une variante du normal et qu'il faut rassurer la famille. Maintenant, en anténatal, les choses peuvent se présenter de façon différente, hein. Sur le profil, on voit, ça ressemble tout à fait à une fameuse poche de Blake, aucun effet de masse sur les médianes. Par contre, en axial, il y a un petit effet de masse sur l'hémisphère cérébelleux, et ça, par contre, c'est quelque chose qui a évolué, qui a nécessité un traitement endoscopique pour quand il a décompensé son hydrocéphalie en postnatal. Donc, vous voyez que là aussi, on a beaucoup de mal à prévoir les choses. Alors, on peut parler de Dandy Walker variant. Quand on a ici, si on avait un kyste en fosse postérieure, il n'y avait pas d'effet de masse. Ça avait été appelé même porencéphalie soufflante, hein. J'aime pas tellement ce terme parce que porencéphalie, c'est pas tellement ça. Et puis des ventricules de taille limite. Donc en postnatal, on a fait une IRM et on a trouvé qu'en fait, il y avait des anomalies de gyration. Si on zoome, on voit ici ces anomalies de formation du cervelet. Donc, ce qui fait penser qu'il y a eu un phénomène clastique à un moment donné ou un autre de la grossesse qui est à l'origine de cette lésion cérébelleuse qui elle-même a généré ce Dandy Walker. Donc on peut parler de Dandy Walker variant au sens où c'est pas réellement une malformation, c'est une conséquence de quelque chose de plastique. Donc c'est un enfant qui a un retard des acquisitions, qui a augmenté de façon assez lentement progressive son périmètre crânien, pas plus qu'une macrocéphalie essentielle et qu'on n'a pas valvé. Mais on voit qu'il y a une atrophie des régions occipitales sur l'image en bas à droite. Alors, quel est le pronostic de cette ventriculomégalie ou de cette hydrocéphalie anténatale? On sait qu'il y a une surmortalité dans des hydrocéphalies congénitales, hein. Si on compare les hydrocéphalies malformatives au centre et les spina bifida, il y a très clairement beaucoup plus d'enfants qui meurent de leur hydrocéphalie que dans les autres causes d'hydrocéphalie. C'est également une cause de morbidité qui peut se révéler tardivement. On peut parler, si on veut, du handicap invisible, ou handicap qui deviendra visible plus tardivement. Mais globalement, si c'est une ventriculomégalie isolée, idiopathique, non évolutive, le pronostic est favorable et c'est notre rôle aussi de rassurer les gens. Donc, c'est dans ces cas-là qu'on parlera de ventriculomégalie. Mais comme vous le voyez, c'est vraiment le serpent qui se mord la queue, puisque c'est en fonction du devenir du patient qu'on va pouvoir dire que c'est une ventriculomégalie. Et donc, c'est comme valeur prédictive, c'est pas du tout, c'est à peu près zéro. Donc les facteurs du pronostic, ça va être les malformations associées. En premier lieu, il faut marquer la myéloméningocèle parce que c'est souvent parce qu'il y a des ventricules larges que l'échographiste va s'acharner à étudier la colonne et pour ne pas passer à côté de cette myéloméningocèle. Donc la mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a une hydrocéphalie. La très mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a une myéloméningocèle. Et la très très mauvaise nouvelle, c'est que la myéloméningocèle avec une hydrocéphalie diagnostiquée en anténatal, elle est de particulièrement mauvais pronostic. Et puis, on a plein d'autres anomalies malformatives du système nerveux central, hein, d'agénésie du corps calleux, hétérotopie, rhombencéphalosynapsis, hydrathnodée, etc. La liste n'est pas close. Alors, certaines ne sont pas forcément très mauvaises. Quand on a une agénésie du corps calleux partielle, il peut y avoir un développement qui est quand même assez satisfaisant. Quand il est complet comme ici, on est quand même dans des développements qui sont du niveau d'une trisomie 21, hein. Les hétérotopies, elles sont particulièrement piégeantes parce que souvent on passe à côté en diagnostic anténatal, même avec une IRM. Et donc c'est le bilan postnatal qui va nous montrer ces hétérotopies. Et toutes les autres, c'est des vraies catastrophes, hein. La lysencéphalie, vous remarquez qu'il y a un double cortex, hein. C'est pas pour ça qu'il est deux fois plus intelligent, au contraire. Donc l'hydrocéphalie dans la myéloméningocèle, comme j'ai dit, c'est un élément très défavorable du pronostic. On peut se poser la question de l'efficacité de la chirurgie in utero, mais alors je crois que ça fait partie des critères de non-inclusion pour la chirurgie in utero. Maintenant, c'est des choses qui évoluent et je ne serai pas affirmatif là-dessus. Toujours est-il qu'en postnatal, la chirurgie, bah, c'est la valve qui est une solution par défaut. L'endoscopie, ça peut être une solution tardive ou bien associée à d'autres gestes. En tout cas, on sait que si la ventriculo échoue, ben, il y a un risque de fuite de liquide. Il y a des problèmes sur le plan anatomique, hein, ça c'est une coupe de fœtopathologie, hein, on voit une fusion des thalamie.
Ça peut s'associer à la plexectomie, donc ça c'est l'expérience africaine de Benjamin Whorf, donc, qui opérait des patients avec des ventricules très larges, donc c'était un peu moins difficile d'y circuler pour resséquer les plexus, ou bien associé à une valve, et ça c'est l'expérience lyonnaise, où il y a effectivement de temps en temps des patients qui manifestement ont bouché leur valve et dont la ventriculo est restée perméable, bien que ce soit un petit peu contre-intuitif. Donc les éléments du pronostic, ça va dépendre aussi d'une pathologie sous-jacente, ça peut être une maladie métabolique, donc maladie de pompe, mitochondriopathie, des pathologies chromosomiques, hein, on peut trouver donc des lésions partielles, etc. Des maladies génétiques, Bickel-Adams, avec, chez les garçons, avec typiquement le pouce en adduction, et puis ici une maladie de Gregg avec une polydactylie post-axiale au niveau de la main et préaxiale au niveau du pied, qui est tout à fait spécifique. Alors, on va chercher bien sûr dans le cadre du bilan chez la femme enceinte une infection intercurrente. Dans les torches, il y a la fameuse toxoplasmose, il y a la rubéole, le cytomégalovirus, l'herpès, et puis O, c'est pour les autres. Donc il y a toute une série de maladies infectieuses qui peuvent, quand elles surviennent pendant la grossesse, être à l'origine d'une hydrocéphalie. Mais il n'y a pas que ça, il peut y avoir des causes tumorales. Ici, c'est une petite fille qui avait un kyste, une tumeur kystique du troisième ventricule qui était d'origine germinale. Et puis des pathologies vasculaires, et en particulier l'hémorragie due à la thrombopénie par incompatibilité résus. Donc ça arrive chez des multipares, hein, forcément. Et puis des malformations vasculaires qui peuvent saigner, donc on peut avoir des cavernomes ou d'autres malformations. Autre facteur du pronostic, bien sûr, c'est l'évolutivité prénatale qui peut aboutir à une atrophie cérébrale, à une cécité. C'est pas forcément évolutif. Ici, on voit un bébé qui, après la naissance, avait à peu près la même image d'IRM qu'en prénatal. Mais parfois, on peut avoir une évolution absolument explosive, comme chez ce bébé qui a été découvert au troisième trimestre, avec une dilatation majeure des ventricules. Et avant même que le dossier soit présenté en réunion de diagnostic anténatal, la maman est entrée en travail et le bébé est né. Donc, on était très, très pessimiste pour le devenir de ces régions occipitales. On pensait qu'il serait aveugle. Et puis, en fait, comme l'aurait dit mon maître, le professeur Hirsch, on ne sait pas comment ni pourquoi, mais ça s'est rempli de cerveau. Et il n'était pas aveugle. Alors, donc comment est-ce qu'on peut prédire cette évolution en postnatal? C'est totalement imprévisible en fait. Ici, c'est une échographie anténatale où on avait parlé d'une pathologie fœtale confirmée et considérée comme curable. Donc ça, ce sont les termes de la loi, hein, sur l'interruption médicale de grossesse. Et avec une augmentation du périmètre crânien qui restait dans les valeurs normales. Donc en anténatal, on voit que c'était quand même des ventricules de bonne taille. En postnatal, il restait de bonne taille. Et donc, lui, il a continué sa croissance sur un couloir de plus de DS, donc sans hydrocéphalie active, malgré tout. Quand on voit son devenir, on voit qu'il marche très très bien. Il a une tétration parasique. Ok, maintenant retourne Et vers assez maman. typique, Très bien. une, Merci beaucoup. Retourne vers maman là infirmité maintenant. motrice cérébrale. Donc, il est scolarisé, il est titulaire de vie scolaire. Et est-ce qu'on peut parler d'hydrocéphalie arrêtée? On verra ce que l'avenir nous dit. Donc, le diagnostic anténatal, c'est très encadré sur le plan légal, sur le plan éthique, et le neurochirurgien doit faire partie du cercle de décision. Donc, quand on fait un diagnostic d'hydrocéphalie prénatale, donc ça c'est souvent fait par une sage-femme, hein, qui fait les échographies, qui est très formée, hein, et qui va référer la patiente à un centre de diagnostic anténatal pour faire une échographie dite de référence. Donc, on va confirmer ou infirmer la lésion, chercher des lésions associées, en particulier le spina bifida, l'anomalie des doigts, etc. On va faire un bilan sanguin et pour faire des sérologies, pour voir s'il y a une infection intercurrente. Le liquide amniotique, l'IRM, ça va rechercher aussi des sérologies, le cariotype, ce qui est très important, et puis les lésions cérébrales et médulaires, la consultation neurochirurgicale, mais tout ça, ça va être en fonction de la décision parentale. Parce que si les parents ont décidé de toute façon de garder l'enfant, c'est pas à nous de leur dire ce qu'ils doivent faire. Toujours est-il que s'ils décident de ne pas le garder, on doit leur conseiller de faire un examen fœtopathologique. C'est très important pour savoir s'il y a un risque de récurrence ultérieure. À l'interruption thérapeutique de grossesse,
Donc la loi dit que la mère peut demander l'interruption thérapeutique de grossesse. Il faut savoir que légalement, c'est la seule personne concernée, que le fœtus et le conjoint n'ont pas la voix au chapitre. Donc, alors que le conjoint, il est souvent plus que présent, fort heureusement d'ailleurs, mais parfois un peu trop, un peu envahissant, et il n'y a pas moyen de s'adresser directement à la femme enceinte. Toujours est-il qu'il faut donc conseiller un examen fœtopathologique, chercher s'il y a quelque chose de génétique derrière. Et puis la décision, elle est prise par le comité du diagnostic anténatal pour savoir si la demande d'ITG peut être jugée recevable si, comme le dit les termes de la loi, il s'agit d'une maladie grave et incurable. Et puis s'il y a une poursuite de grossesse, il faut se déterminer si, il y a un risque de dystocie, s'il faut que l'enfant naisse près d'un centre de neurochirurgie. Alors, on peut se poser la question du traitement in utero, comme on va le voir. Alors, il faut savoir qu'il y a eu pas mal de remous dans les années 2000, à la suite de l'arrêt Perruche, où une maman qui avait décidé de garder son enfant parce que la sérologie de rubéole était négative, en fait, avait la rubéole, et cet enfant avait une rubéole congénitale, et ça avait abouti à reconnaître que le handicap était un préjudice indemnisable, le handicap de l'enfant. Donc c'était très discuté et évidemment il y a une loi qui est venue tempérer cet arrêt Perruche en disant que nul ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa naissance. L'enfant qui naît avec un préjudice, il ne peut pas porter plainte contre la personne qui n'a pas fait de diagnostic ou qui n'a pas fait l'interruption médicale de grossesse. Euh, donc, c'est modulé. Et s'il y a un acte fautif, on peut quand même considérer qu'il y a une réparation du préjudice. Sachant que la France a été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme parce que cette disposition avait été appliquée avant même son entrée en vigueur sous la pression d'associations de patients notamment. Toujours est-il que le neurochirurgien, il a un rôle dans le diagnostic anténatal. Son rôle, c'est de s'assurer que le diagnostic est clair, c'est-à-dire est-ce qu'on a un bilan complet, l'imagerie, la moelle épinière, bon, en général, ça ne manque pas. La courbe de périmètre crânien, c'est souvent moins regardé par nos collègues, c'est très important, et s'il y a un bilan étiologique de fait. Si les parents ont décidé de poursuivre la grossesse, quel que soit le diagnostic, eh ben, il faut les informer. Est-ce qu'il y a un impact sur la naissance? Est-ce que ça va nécessiter une césarienne ou pas? Est-ce que l'enfant va devoir naître proche de la neurochirurgie? Bien sûr, si c'est un spina bifida, pas forcément si c'est une autre hydrocéphalie. Informer de la chirurgie de l'enfant quand il naîtra. Il y aura probablement besoin d'une valve, probablement besoin de réintervention. Et quel est l'avis du patient valvé? Et puis, on prend date pour voir l'enfant dès la naissance, hein. C'est le début d'une longue collaboration quand on commence à prendre en charge ses enfants dès la naissance. Alors, la limitation des soins de ces enfants à la naissance, c'est important d'insister sur le fait que le décès par engagement dans une hydrocéphalie, c'est un mythe, hein. On a souvent de nos collègues qui nous disent, bon, bah, on s'abstient de chirurgie qui est un geste invasif, etc., disproportionné, parce qu'il va décéder d'engagement. En fait, l'hydrocéphalie, il ne va pas décéder d'engagement, son périmètre crânien va augmenter. Alors après, il y a la question de la douleur. Donc la chirurgie, ça peut avoir pour effet de corriger la douleur. Il y a une alternative, c'est des morphiniques. C'est pas de l'euthanasie, c'est des soins de fin de vie. Et puis, il y a une question qui est importante et qui est souvent pas résolue, c'est est-ce qu'on peut préserver la vision parce que le bébé qui a une HTIC importante, il va avoir un comportement visuel absent ou impossible à évaluer parce que le bilan ophtalmo est très, très limité à cet âge-là. Et là, c'est un exemple d'un enfant qui avait une hydrocéphalie majeure. Il y avait initialement une décision de limitation de soins. Finalement, on lui a mis une valve et puis une deuxième. Et puis, bah, si je n'avais pas mis les caches, vous verriez qu'il a un regard qui est assez vif, il est scolarisé avec une AVS, mais malgré tout, il est pas si mal, et puis il a caché la forme de son crâne en laissant pousser ses cheveux. Malgré tout, on peut avoir des macrocéphalies monstrueuses et on peut avoir des bébés comme ça qui ont un périmètre crânien d'adulte, voire même supérieur. Alors il faut savoir que la tête d'un adulte, ça pèse 7 kilos.
Donc quand on a un bébé de 10 kilos qui a 7 kilos de tête, c'est absolument ingérable pour ses parents. Et ça peut également être douloureux. Et donc, il faut savoir que l'enfant, il ne va pas mourir d'engagement, comme j'ai dit. Il peut mourir par contre de rupture crânio-encéphalique. On voit ce petit enfant qui est arrivé d'Afrique avec une escarre énorme. Il allait bientôt rompre son crâne si on n'avait pas mis de valse. Donc ça, c'est une mort qu'on ne peut pas accepter. Et dans certains cas, ça peut être une chirurgie de propreté ou en tout cas une valve d'indication compassionnelle. Donc les hydrocéphalies cloisonnées, donc dans certains cas on a des hydrocéphalies complexes. Alors quand c'est un kyste du plexus choroïde, là par contre c'est quelque chose de tout à fait curable. Alors le kyste du plexus choroïde c'est très banal, mais c'est assez rare que ça entraîne une hydrocéphalie bloquée comme ici, avec une asymétrie des ventricules qui est pas majeure et qui est tout à fait curable chirurgicalement. Donc ici, c'est un enfant dont on avait fait le diagnostic en anténatal. On voit qu'il y a un ventricule qui est plus dilaté. À la naissance, on voit la membrane très fine de ce kyste qui persiste et qui a nécessité donc une chirurgie endoscopique. On a coagulé la paroi de ce kyste. On l'a fenestré avec la pince à biopsie, en faisant attention de ne pas faire saigner le plexus à côté. Et ça a permis d'ouvrir ce kyste, de rétracter sa paroi avec la coagulation monopolaire comme ici, et de faire communiquer avec le troisième ventricule en reperméabilisant le foramen de Monro. Donc on a largement taillé avec les micro-ciseaux qui coupaient pour une fois. Et on a pu pénétrer par la suite dans le troisième ventricule. Donc voilà, on est dans le kyste, on arrive voilà, dans le troisième ventricule dont on voit l'aqueduc. Après, il y a des kystes du septum lucidum. Donc le septum lucidum, c'est un défaut d'accollement des vésicules télencéphaliques. Là aussi, cette constatation très banal, mais parfois ça peut augmenter. On a ici ce kyste qui est devenu un kyste du cavum vergué et qui a nécessité une chirurgie. Et quand c'est isolé, là aussi, on estime que c'est de bons pronostics. Et la pièce de phétopathologie au-dessus, j'ose espérer que c'est pas à cause de ce kyste du cavum lucidum qu'il avait été interrompu. Donc, voilà ce qu'on fait dans cette hydrocéphalie univentriculaire. Donc on fait ici on a l'imagerie anténatale avec un ventricule qui est franchement dilaté, euh, qui est confirmé par l'imagerie postnatale. Et donc voilà ce qu'on va trouver lors de l'endoscopie avec les différents éléments anatomiques, hein. On rentre par le côté gauche du ventricule latéral gauche qui est large, on voit un petit kyste du plexus au passage. On a notre septum lucidum dans lequel on va faire une ouverture en cadran de téléphone, hein, c'est le cadran de téléphone hein, du XXe siècle, hein. Et à travers cette ouverture, on va explorer le ventricule latéral de l'autre côté. Alors après, on a des hydrocéphalies tumorales, hein, j'ai déjà présenté cette image, qui avait une petite fille qui avait été diagnostiquée à 34 semaines. Donc là, le problème est plus complexe puisqu'on a une incertitude à la fois concernant son hydrocéphalie avec son pronostic développemental, et puis le devenir oncologique. Qu'est-ce que c'est que cette tumeur qui est hétérogène, avec une partie kystique, avec deux parties charnues. On avait une petite idée, notamment d'un tératome, mais effectivement, ça a été confirmé par la suite. Donc la maman, elle, a voulu poursuivre la grossesse. À un mois de vie, on a fait une fenestration endoscopique du kyste. On a fait un dosage des marqueurs dans le liquide cérébrospinal qui était négatif. Entre-temps, son hydrocéphalie n'était pas évolutive. Et c'est vers l'âge d'un an qu'on a fini par décider de faire l'exérèse de cette partie kystique. Et en fait, ça avait un aspect de kyste épidermoïde inversé, c'est-à-dire qu'il y avait de l'épiderme à l'extérieur et un tissu tératomateux à l'intérieur. Donc c'était un fœtus in fetu in utero. Et c'est une petite fille qui a bien évolué sur le plan développemental. On peut avoir après des hydrocéphalies cloisonnées par kyste neuroglial interhémisphérique, comme ici. Donc là, c'est un peu plus inquiétant parce que ça peut être clastique. Il peut y avoir une destruction de parenchyme cérébral avec une polymicrogyrie. Il peut y avoir également un impact sur le corps calleux, puisque ce parenchyme est connecté avec l'autre côté par le spélium du corps calleux. Et on se pose la question d'un drainage multiple ou d'un décloisonnement, soit endoscopique, soit à ciel ouvert. En tout cas, en postnatal, ça donnait cette image assez jolie, un style un peu art déco, qui a nécessité plusieurs interventions, dont notamment un décloisonnement endoscopique.
Alors, le traitement in utero, est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on peut faire un drainage ventriculo-amniotique? Il y a plusieurs séries dans la littérature. Une ventriculocysternostomie endoscopique, ça a également été tenté, mais il faut tenir compte du fait que l'association de l'hydrocéphalie retient qu'à l'heure actuelle, c'est pas recommandé, qu'il n'y a pas de traitement de chirurgie fétale pour l'hydrocéphalie anténatale. Alors, on peut se poser la question d'un déclenchement ou d'une césarienne avant terme, si l'enfant a passé les 30 semaines, euh, ou de ponction itérative, comme dans ce cas tout à fait extrême, où il fallait préserver le pronostic de grossesse ultérieure chez la maman, et chez un enfant qui est né par césarienne, parce que ça ne serait pas du tout passé par voie basse. Donc en conclusion, tout d'abord, il faut noter l'importance du facteur temps. Donc quand est-ce que l'hydrocéphalie devient la ventriculomégalie devient une hydrocéphalie? Est-ce que cette hydrocéphalie est menaçante ou non? Ça dépend de la vitesse à laquelle elle évolue. Est-ce qu'elle est précoce aussi? C'est un élément très important. Est-ce qu'elle est compatible ou non avec le terme? Est-ce qu'on va devoir faire un déclenchement avant terme? Et dans les cas plus favorables, est-ce qu'on peut parler d'hydrocéphalie arrêtée? Donc, vous voyez, dans tous ces éléments, le facteur temps joue énormément. Et puis, quand on a une limitation de soins, on se pose la question, jusqu'à quand est-ce qu'on va limiter les soins? À quel moment on va décider d'une éventuelle chirurgie de palliative ou compassionnelle? Ensuite, l'incertitude, vous avez noté tous ces problèmes, toute cette incertitude qu'il peut y avoir. Ici, c'est une gravure qui représente des sages-femmes qui sont en train d'accoucher pendant que les grands savants regardent les étoiles pour voir l'horoscope de cet enfant. Euh, la problématique du pronostic, elle est centrale dans l'hydrocéphalie anténatale. Donc, bien sûr, on tient compte des points de repère classiques, mais ces points de repère nous donnent malgré tout une valeur prédictive limitée, et il y a une grande marge d'incertitude sur ce que deviendra cet enfant. Comment est-ce qu'on peut étudier et prévoir l'évolution de ces lésions? Vous avez vu ces kystes qui évoluent de façon imprévisible, ces hydrocéphalies qui peuvent évoluer de façon explosive. Et incertitude aussi sur la chirurgie in utero, donc qui est jusqu'à présent pas considérée comme mainstream. Et on note surtout la rareté des données, des problèmes de terminologie, parce qu'entre ventriculomégalie et hydrocéphalie, donc ce sont des catégories qui ne sont pas étanches. Et puis il y a des biais de sélection qui dépendent des pays, hein. Vous savez que la France a les lois sur l'interruption médicale de grossesse les plus libérales ou les plus permissives du monde. Et puis, le rôle du neurochirurgien, c'est vraiment important de le souligner. Dans l'information prénatale, il faut savoir que ce n'est pas une information neutre, évidemment, ce qu'on fait. Et en tout cas, c'est l'amorce d'une éducation thérapeutique chez les parents qui acceptent de prendre en charge cet enfant. La chirurgie, dans un contexte palliatif, il va falloir savoir la défendre parce que, il y a encore beaucoup de gens qui vont s'imaginer que l'enfant qu'on n'opère pas, il va décéder dans l'engagement, ce qui est faux, et parfois des chirurgies d'indication secondaire, comme on l'a vu. Et puis pour le suivi postnatal, c'est important de colliger ces données cliniques qui sont importantes pour l'évaluation de ces pathologies prénatales, pour savoir ce que deviennent ces enfants qui sont nés avec ces pathologies diagnostiquées in utero. Voilà, je vous remercie de votre attention. Vous pouvez retrouver d'autres cours sur l'hydrocéphalie sur la playlist Hydro sur YouTube et d'autres pages sur l'hydrocéphalie sur le site Arnerance.